Au matin du 5 avril 1933, un avocat de Manhattan entra dans la Chase National Bank et demanda qu'on lui rende son or. Il l'y avait déposé lui-même. C'était le sien. Il possédait les reçus. La Chase refusa. Le gouvernement l'inculpa. Son or ne lui fut jamais rendu. Vous découvrirez toute l'histoire dans un instant, mais gardez cette image à l'esprit. Un homme qui pensait sa propriété en sécurité dans l'institution la plus fiable qu'il connaissait, découvrant en une seule matinée qu'il n'en était rien. Aujourd'hui, 90 ans plus tard, un nouvel actif existe. Ses défenseurs affirment que le gouvernement ne peut pas lui faire subir cela, ni le confisquer, ni le geler, ni y toucher. Ils l'appellent le Bitcoin. Cette chaîne ne vend pas de promesses. Elle s'appuie sur les faits historiques. Aujourd'hui, nous allons donc soumettre ces deux actifs au même test. Le test que 4 effondrements monétaires nous ont appris à exiger. Pas pour savoir lequel est le meilleur, ni lequel vous rendra plus riche, mais lequel vous protège réellement quand le système se retourne contre vous. Avant d'aller plus loin, rien dans cette vidéo ne constitue un conseil financier. Cette chaîne examine les archives historiques. Ce que vous faites de ces informations relève de votre décision. Faites vos propres recherches. Consultez un conseiller qualifié avant tout investissement. Nous sommes ici des historiens, pas des courtiers. Le test issu de 4 effondrements monétaires, la dépréciation romaine, l'inondation d'argent en Espagne, la crise du dollar des années 1970 et la confiscation de l'or américain de 1933. Nous pouvons en extraire 5 critères auxquels toute réserve de valeur sérieuse doit répondre. Non pas des tests théoriques, mais historiques. Premier test. Survit-il à une confiscation gouvernementale? Deuxième test. Survit-il à l'effondrement des institutions qui le soutiennent? Troisième test. Maintient-il son pouvoir d'achat sur des décennies? Pas des mois, des décennies. Quatrième test. Fonctionne-t-il sans avoir à faire confiance à une contrepartie? Cinquième test. Peut-il être détenu de manière privée, totalement en dehors du système financier? Nous allons passer les 2 actifs au crible de ces 5 tests aujourd'hui et je vais vous apporter des preuves, pas des discours partisans. Des preuves. Test 1. La confiscation. Le 5 avril 1933, Franklin Roosevelt a signé l'ordre exécutif 6102. Vous connaissez déjà cette histoire si vous avez vu la vidéo sur la confiscation de l'or, mais laissez-moi vous raconter la partie que la plupart des gens ignorent. Un avocat de Manhattan, Frederick Barber Campbell, avait déposé 27 barres d'or à la Chase National Bank. Quand le décret est tombé, il est retourné à la Chase pour réclamer son or. Ils ont refusé. Il a intenté un procès. Le gouvernement l'a inculpé le lendemain après une session de grand jury de seulement 18 minutes. 18 minutes pour inculper un diplômé en droit de Harvard pour le crime de vouloir récupérer son propre bien. Le procureur principal était un jeune adjoint du procureur des États-Unis nommé Thomas Dewey, qui sera plus tard 2 fois candidat à la présidence. L'or de Campbell ne lui a jamais été rendu. Voilà à quoi ressemble une confiscation quand le gouvernement cible l'or détenu au sein du système financier. Vient maintenant la question cruciale que vous vous posez sûrement. Qu'en est-il de l'or qui n'était pas à la banque? Milton Friedman et Anna Schwartz ont estimé dans A Monetary History of the United States, qui n'est pas une brochure de vendeurs d'or, mais l'histoire monétaire la plus rigoureuse jamais écrite, que seulement un Américain sur 4 possédant de l'or l'a effectivement remis. 1 sur 4. Les 3 autres n'ont rien fait. Aucune perquisition porte-à-porte n'a suivi, aucun raid à domicile. Le gouvernement a pris l'or qu'il pouvait voir. L'or qu'il ne pouvait pas voir est resté exactement là où il était. C'est la première leçon historique de 1933. Ce n'est pas que l'or peut être confisqué, mais qu'il ne peut l'être que s'il est visible pour le système. À présent, soumettons le Bitcoin au même test. Le gouvernement des États-Unis a saisi d'énormes quantités de Bitcoin. Silk Road, le piratage de Bitfinex James Jong, qui avait caché une fortune dans une boîte de popcorn sous le plancher d'une salle de bain en Géorgie. Dans chaque cas,
Ils ont obtenu les pièces non pas en brisant le chiffrement, mais parce que quelqu'un avait laissé les clés sur un drive cloud, avait laissé son ordinateur ouvert, ou parce que la piste de l'argent menait directement à une plateforme d'échange où l'identité était enregistrée. Le chiffrement n'a pas été brisé. Ce sont les humains détenant les clés qui ont fait des erreurs. Mais il existe une différence fondamentale entre l'or et le Bitcoin sur ce test, et elle a une importance capitale. Quand le gouvernement américain a voulu trouver l'or de Frederick Campbell, il a dû perquisitionner la Chase National Bank, un lieu physique, une institution connue. Quand un gouvernement veut restreindre le Bitcoin, il n'a pas besoin de trouver quoi que ce soit. Il lui suffit de couper l'accès aux plateformes d'échange, aux processeurs de paiement, aux points de contact entre le Bitcoin et l'économie réelle. On ne peut pas vous saisir vos Bitcoins si vous détenez vous-même vos clés privées. C'est techniquement vrai, mais le gouvernement peut rendre vos Bitcoins difficiles, voire impossibles, à convertir en quoi que ce soit de dépensable. Il existe une phrase dans la communauté Bitcoin qui résume parfaitement cela. Pas vos clés, pas vos pièces. Et le Bitcoin en autogarde, détenu sur un portefeuille physique avec des clés privées connues de vous seul, n'a jamais été saisi par décryptage. L'or détenu en banque, visible, confiscable, l'or enterré dans un jardin, invisible, épargné. Le Bitcoin sur une plateforme, visible, confiscable. Le Bitcoin en autogarde avec une clé mémorisée, invisible, épargné. Le mécanisme est identique. L'instrument diffère. Les deux actifs passent le premier test avec la même condition. L'actif que le gouvernement voit est l'actif que le gouvernement peut atteindre. Les deux réussissent ou échouent, selon l'usage que vous en faites. Test 2, l'effondrement institutionnel. Constantin a instauré le solidus romain au début du IVe siècle. L'Empire romain d'Occident s'est effondré 150 ans plus tard. Le solidus est continué de circuler pendant près de 1000 ans après cela. Les marchands arabes l'appelaient le dinar. Les Vénitiens l'ont copié sous le nom de ducat. La pièce a changé de nom, mais l'or qu'elle contenait est resté le même. L'or physique n'a besoin d'aucune institution pour fonctionner. Ni gouvernement, ni bourse, ni Internet, ni électricité. C'est le seul actif de l'histoire qui n'est jamais tombé à zéro. Pas une seule fois. Nulle part. Le Bitcoin, lui, est né de l'effondrement institutionnel. Satoshi Nakamoto a publié le livre blanc du Bitcoin à l'automne 2008, 6 semaines après la faillite de Lehman Brothers. Le bloc Genesis, le tout premier bloc miné, contenait ce titre de journal. Le chancelier au bord d'un second plan de sauvetage pour les banques. Le Bitcoin a été conçu comme une réponse directe aux faillites institutionnelles que cette chaîne documente. Mais voici la question que les faits nous imposent. A-t-il réellement survécu à l'effondrement institutionnel ou a-t-il simplement survécu jusqu'ici? Pour répondre honnête, il faut regarder ce qui est arrivé aux institutions bâties autour de lui. En février 2014, Mt. Gox, qui traitait à son apogée la majorité des transactions mondiales de Bitcoin, a suspendu les retraits et déposé le bilan. Les Bitcoins de plus de 100 000 créanciers s'étaient volatilisés. Un développeur londonien, Colin Burgess, y avait toutes ses économies bloquées. Il s'est rendu à Tokyo, est resté sous la neige devant les bureaux de Shibuya et a brandi un carton. « Mt. Gox, où est notre argent ?» Il a protesté pendant une semaine avant que la police japonaise n'intervienne. Mark Karpeles, le patron de Mt. Gox, a été condamné à une peine avec sursis, ce qui signifie qu'il n'a pas fait de prison. En novembre 2022, la plateforme FTX de Sam Bankman-Fried s'est effondrée. Une lettre envoyée au département de la justice par l'une des victimes décrivait le dépôt des économies de toute une vie 3 mois avant le crash. « Ma vie entière est détruite. J'ai 2 jeunes enfants. Ma femme est suicidaire et déprimée. » Bankman-Fried a finalement été condamné à 25 ans de prison. Voici ce que montrent les faits. Le protocole Bitcoin n'a jamais été piraté. Pas une seule fois. Les mathématiques sous-jacentes restent intactes. Chaque échec catastrophique de l'histoire du Bitcoin a été celui des institutions humaines, pas de l'actif lui-même. Mt. Gox était une plateforme mal gérée.
FTX était, selon John J. Ray III, l'homme qui a géré la faillite d'Enron, un échec total des contrôles d'entreprise, dirigés par des gens qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient avec l'argent des autres. La distinction que l'on retrouve dans chaque vidéo de cette chaîne s'applique ici aussi. Le Bitcoin, sur une plateforme, c'est de l'or papier soumis à la fraude et à la faillite de l'institution. Le Bitcoin en autogarde, c'est de l'or enterré, qui ne dépend que de vous. L'or passe le deuxième test sans condition. L'actif en lui-même ne dépend d'aucune institution. Il existe, simplement. Le Bitcoin passe le test sous condition, seulement si vous détenez vos clés. Dès que vous les confiez à une institution, vous possédez du Bitcoin papier. Et le Bitcoin papier, comme Mt. Gox et FTX l'ont prouvé, ne vaut que ce que l'institution décide au jour de sa chute. Deux actifs, mais des conditions de sécurité radicalement différentes. En 1930, une once d'or permettait d'acheter un costume pour homme de grande qualité. En 2026, une once d'or permet toujours d'acheter un costume pour homme de grande qualité. Ce n'est pas un argument de marketing. L'économiste Roy Jastram a suivi le pouvoir d'achat de l'or sur 200 ans de données. Le ratio n'est pas constant au millimètre, mais la livre et le dollar ont perdu l'immense majorité de leur valeur depuis la fin de l'étalon or. Pas l'or. Mais voici ce que les partisans de l'or oublient de mentionner. En 1980, la peur était à son comble et tout le monde achetait de l'or. Puis le cours s'est effondré et a chuté pendant près de 20 ans. Quelqu'un qui aurait acheté à ce sommet pour protéger sa retraite et qui en aurait eu besoin au moment de partir aurait été ruiné. L'or n'a retrouvé son pouvoir d'achat réel de 1980 que 45 ans plus tard. L'or est une réserve de valeur générationnelle. Ce n'est pas toujours une garantie sur 20 ans. Passons au Bitcoin. Lancé en 2009 à un prix dérisoire, il a connu une appréciation supérieure à n'importe quel actif de l'histoire financière. Mais il a aussi subi des cracks plus violents que presque n'importe quel autre actif. À 4 reprises, le Bitcoin a perdu plus des 3/4 de sa valeur. Pas en douceur, mais par un effondrement brutal. Après le premier grand crash, on l'a dit fini, mort. Il est revenu plus haut. Après le deuxième, idem. Après le troisième et le quatrième, toujours la même chose. Chaque crack a été suivi d'un nouveau record historique. C'est l'argument historique le plus sincère du Bitcoin. Non pas sa stabilité, mais sa capacité de récupération asymétrique. Mais voici la question sur le pouvoir d'achat que 16 ans de données ne peuvent trancher. Quand Nixon a fermé la fenêtre de l'or, le métal a grimpé pendant 9 ans. Cela ressemblait à une hausse perpétuelle pour ceux qui achetaient au sommet. Puis vinrent 2 décennies de baisse, puis la reprise, puis un nouveau record. Le schéma n'est devenu clair qu'avec le recul. Le Bitcoin suit-il la même trajectoire? Un nouvel actif monétaire cherchant son prix en temps réel à travers des cycles violents? Personne ne le sait, ni moi, ni ceux qui prétendent en être certains. L'or passe le test 3 sur des siècles, mais peut vous punir sur des décennies si vous achetez au pic de la peur. Le Bitcoin passe le test sur sa courte existence, mais 16 ans ne font pas une histoire. C'est tout au plus un point de données. Test 4. Le risque de contrepartie. C'est ici que la distinction entre l'actif et l'institution devient l'argument central. L'or physique en votre possession n'a aucune contrepartie. Aucune. Aucune entreprise ne peut faire faillite et l'emporter. Aucune banque ne peut le geler. Aucun gouvernement ne peut annuler la transaction numériquement. Aucun intermédiaire. Ce n'est pas une option de l'or. C'est la définition même de l'or physique. Mais l'or papier, ETF, certificat or en banque, comporte exactement le même risque de contrepartie que n'importe quel produit financier. C'est une promesse sur l'or, pas de l'or. La leçon de 1933 n'est pas que l'or a été confisqué, mais que les promesses papier l'ont été, tandis que l'or physique sans trace écrite a été épargné. Frederick Campbell avait un reçu et le gouvernement l'a trouvé. Les Américains qui se sont tus ont caché leurs pièces sans laisser de traces. Le gouvernement n'a rien trouvé. Concernant le Bitcoin, le protocole lui-même n'a pas de contrepartie. Aucune entreprise ne le gère, aucun gouvernement ne l'a émis. L'offre totale est limitée à 21 millions d'unités,
gravé dans le code. Ce nombre ne peut être changé sans un accord massif du réseau mondial, lequel a résisté à toutes les tentatives. Le protocole tourne sans interruption depuis 16 ans sans aucune faille. Mais le Bitcoin sur une plateforme d'échange a exactement le même risque de contrepartie que l'or papier. C'est une créance sur du Bitcoin, passe du Bitcoin. Un TGOX était une créance. FTX était une créance. Ces créances ont fini à zéro. Il existe un second risque propre au Bitcoin, sans équivalent pour l'or. Si vous détenez vos clés, si vous êtes votre propre banque, et que vous les perdez, votre Bitcoin disparaît à jamais. Aucun gestionnaire à appeler, aucun service de récupération, aucune autorité centrale. On estime qu'une part importante des Bitcoins existants est verrouillée derrière des mots de passe perdus, protégés par des mathématiques inviolables. Prenez Stéphane Thomas. Payé en Bitcoin en 2011 pour une vidéo explicative, il a stocké ses clés sur une clé USB chiffrée. Il a écrit le mot de passe sur un papier, puis l'a perdu. La clé USB ne laisse que 10 essais avant de crypter définitivement son contenu. Il en a utilisé 8. Il lui reste 2 tentatives. Au plus haut du Bitcoin, cette clé contenait une fortune capable de changer sa vie. Il n'a toujours pas osé utiliser ses dernières chances. C'est un risque inédit. Le papier brûle, le coffre prend l'eau, mais l'or reste. Les 2 actifs passent que le test 4 si et seulement si vous les détenez en autogarde directe. Tous 2 échouent dès qu'une institution intervient. L'or échoue avec un dépositaire. Le Bitcoin échoue avec un dépositaire ou une clé perdue. Test 5. Hors du système. Test 4 porté sur ceux qui détiennent vos actifs. Le test 5 porte sur l'environnement qui vous permet de les utiliser. L'or a été reconnu comme précieux par toutes les civilisations. Sans exception, aucune société n'a croisé l'or sans en comprendre la valeur. L'or n'a besoin ni d'électricité, ni d'Internet, ni d'une contrepartie experte en cryptographie. Un marchand de Séville au XVIIe siècle et un commerçant de l'ancienne Mésopotamie auraient compris la valeur d'une pièce d'or simplement en la pesant. Le Bitcoin, lui, ne peut fonctionner sans une chose dont l'or s'est toujours passé. La permission. Pas celle d'un dépositaire, mais celle de l'environnement légal et réglementaire. C'est lui qui détermine si le Bitcoin est convertible, si les banques assurant le lien avec l'économie réelle sont autorisées à opérer, si le gouvernement laisse les infrastructures ouvertes ou les ferme discrètement. L'or a servi de monnaie partout dans l'histoire, sans permission, sans application, sans compte bancaire. Une pièce est une pièce. Son poids parle de lui-même. Le Bitcoin nécessite un cadre légal, une infrastructure fonctionnelle et une contrepartie capable de le recevoir sans risque. Cette dernière condition est le levier que le gouvernement peut actionner sans même toucher à une seule pièce. En 2023, les régulateurs américains ont lancé l'opération Choke Point 2.0. Des directives informelles ont été envoyées aux banques pour les décourager de travailler avec le secteur crypto. Signature Bank a été saisie. Silvergate s'est effondré la même semaine. Du jour au lendemain, les passerelles entre le Bitcoin et le dollar ont disparu. Les détenteurs avaient toujours leur Bitcoin, mais plus aucun moyen simple de les convertir pour payer leur crédit, leur course ou un appel de marge. Les pièces n'ont pas été saisies, les clés n'ont pas été volées, le chiffrement n'a pas été brisé, c'est la plomberie qui a été retirée. Voilà la vraie vulnérabilité du Bitcoin pour un investisseur majeur. Non pas une coupure de courant, mais le fait que le gouvernement, comme en 1933, peut rendre l'actif inutilisable sans le confisquer, simplement en contrôlant l'accès au système bancaire. Et voici la complication qui impose l'honnêteté. En 1933, déplacer de l'or impliquait de gérer son poids. Une fortune en or est lourde et détectable. Les douaniers savent reconnaître quelqu'un qui transporte de l'or, car la physique ne se négocie pas. Sur ce point, le Bitcoin offre une réponse réelle. Une personne ayant mémorisé 12 mots peut traverser n'importe quel aéroport, passer n'importe quel contrôle sans aucun objet physique et récupérer sa fortune de l'autre côté par la seule force de sa mémoire. Aucun douanier n'a jamais saisi des mots mémorisés. L'or passe le test 5 pour le stockage, 5000 ans de preuve, mais échoue pour le mouvement.
Le poids et le risque de saisie sont réels. Le Bitcoin passe le test pour le mouvement, 12 mots passent partout, mais échoue si le gouvernement coupe les infrastructures. Les pièces restent, l'utilité disparaît. Aucun des deux ne remplit toutes les conditions. Chacun réussit là où l'autre échoue. La question n'est pas de savoir lequel passe le test, mais avec quel risque vous préférez vivre. Ce que disent les banques centrales, il y a un signal plus fort que n'importe quelle opinion. Les banques centrales achètent de l'or à un rythme record depuis les années 50. 3 années consécutives d'achats records. Et il y a le cas de la Russie. Quand l'Occident a gelé ses réserves en 2022, l'effet a été foudroyant. Des milliards de dollars numériques ont été bloqués d'un clic. Mais l'or physique détenu à Moscou était intouchable. Aucune institution étrangère ne le contrôlait. Aucun clic ne pouvait l'atteindre. Cet or a pris de la valeur, tandis que les réserves numériques restent gelées. Les actifs numériques, dans des systèmes étrangers, sont saisissables. L'or en garde nationale ne l'est pas. Selon le World Gold Council, un tiers des banques centrales comptent augmenter leurs réserves d'or l'an prochain. C'est un record. À l'inverse, aucune banque centrale n'a officiellement adopté le Bitcoin comme actif de réserve. Une exception toutefois, le Salvador. En 2021, il est devenu le premier pays à faire du Bitcoin une monnaie légale. Acceptation obligatoire, portefeuille d'État, un pari présidentiel sur un nouveau système monétaire. 4 ans plus tard, sous pression du FMI pour obtenir un prêt, le Salvador a discrètement fait marche arrière. Le Bitcoin est redevenu facultatif. L'expérience a duré un mandat. Les États-Unis possèdent des Bitcoins, mais uniquement ceux saisis aux criminels. La Fed n'en détient pas. Les banques centrales privilégient l'or comme capital de premier rang. Le Bitcoin n'a pas ce statut. Ceux qui voient le plus loin et ont le plus à perdre choisissent encore l'or. C'est un fait, pas un verdict. La question que l'histoire ne peut trancher. La question non résolue. Frederick Campbell avait son or en banque, l'État a trouvé la trace et l'a pris. Stéphane Thomas a ses bitcoins en main, mais il a perdu l'accès. La leçon est-elle la même? Aucune réserve n'est plus sûre que celui qui la détient. L'or a survécu aux empires et aux guerres mondiales. Le solidus a circulé pendant des siècles après la chute de Rome. Les mathématiques de l'or n'ont eu besoin de rien de l'histoire pour continuer à fonctionner. Le Bitcoin a survécu à des crashs inouïs et son protocole est intact. Mais il n'a jamais affronté ce que l'or a connu, un ordre exécutif faisant de sa possession un crime. Voici la question que je vais vous laisser. Le gouvernement de 1933 pouvait prendre votre or s'il le voyait. Celui de 2026 ne peut pas casser le code du Bitcoin, mais il peut discrètement supprimer l'infrastructure qui rend le Bitcoin dépensable et il a déjà démontré qu'il est prêt à faire exactement cela. Les deux actifs ont une version de la même vulnérabilité, la visibilité pour l'or, la permission pour le Bitcoin. La question à laquelle chaque personne regardant ceci doit répondre pour elle-même n'est pas de savoir quel actif est le plus sûr dans l'abstrait. C'est quelle menace elle croit la plus probable au cours de sa vie, un État qui vient saisir ce qu'il peut peser ou un État qui étouffe un secteur par le biais des banques. L'histoire a montré les deux. Elle ne dit pas ce qui vient, c'est à vous de décider. Merci d'avoir regardé. Si cette analyse a changé votre vision des choses, abonnez-vous. Nous déterrons l'histoire pour protéger votre avenir. À bientôt pour un nouveau trésor de connaissances. Restez vigilants.